Avant de commencer ce meeting, on voulait juste dire quelques mots pour envoyer un message de solidarité internationaliste à tous les jeunes au Sénégal qui se sont révoltés il y a 2 ans contre la corruption du gouvernement, contre l'impérialisme français et qui aujourd'hui sont de nouveau dans la rue, aujourd'hui font face à la répression policière féroce. Les camarades, nous, aujourd'hui, on est très fiers de vous accueillir dans ce meeting et d'avoir organisé le premier week-end national du point levé pour que pendant 2 jours, on puisse discuter avec des centaines de jeunes de la réforme des retraites, du mouvement qu'on a traversé ces derniers mois, de toutes les questions politiques qu'il a posées, mais également de discuter de questions de stratégie, de comment on renverse le capitalisme. Et je pense qu'aujourd'hui, en réalité, les camarades, on est en train d'envoyer un message très fort à tous les éditorialistes bourgeois, tous les Pascal Pro, les Olivier Dussopt, qui nous disaient que nous, les jeunes, on n'avait rien à faire dans le mouvement contre la réforme des retraites, qu'on n'avait pas de raison de se mobiliser. Et aujourd'hui, dans cette salle, il y a des jeunes de Paris, de Toulouse, de Montpellier, de Bordeaux, de Rennes, de Brest, de Lille, de Rouen, du Mans et j'en passe. Et que tous ces jeunes aujourd'hui, ils sont prêts à se battre contre la police, ils sont prêts à se battre contre la justice et à se battre aux côtés des travailleurs pour faire tomber Macron et pour faire tomber ce système de merde. Et c'est pour ça que sans plus attendre, je vais donner la parole à Clément, qui est cheminot au Technicentre de Châtillon, qui est parti à l'annonce du 49.3 en grève sauvage avec ses collègues, et qui, après 2 mois... et qui a fait 2 mois de reconductible et qui, pour nous, est un exemple de la méthode qui aurait pu faire reculer Macron et faire reculer les capitalistes. Alors je lui laisse la parole sans plus attendre. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clément, j'ai 27 ans, je suis cheminot et délégué syndical Sudrail au Technicentre de Châtillon qui a fait la maintenance des TGV de l'axe Atlantique. On vient de vivre une séance historique et l'énorme mouvement que nous venons de vivre en France a été déclenché par la volonté de Macron de nous obliger à travailler 2 ans de plus. Le camp d'en face, la bourgeoisie, veut rattraper son retard, elle est radicale et Macron en est l'incarnation. Cette réforme des retraites a déclenché une contestation comme nous ne l'avions jamais vue depuis des décennies, avec des manifestations massives, des millions de travailleurs dans la rue mobilisés contre la réforme des retraites, mais aussi des manifestations massives, y compris en province. Les travailleurs de ce qu'on appelle la 2e ligne, ceux qui, comme moi et mes collègues, avons continué à faire tourner la société pendant le pic de la pandémie de Covid-19, étaient particulièrement mobilisés. Mais la réalité est qu'on trouvait toutes les couches de notre classe dans la rue, des femmes de ménage, aux sans-papiers, aux ingénieurs et même des cadres. Nous avons fait la démonstration que lorsqu'on s'arrête, la société ne tourne plus. Les cheminots ont paralysé une grande partie des trains dans l'ensemble du pays. Les raffineurs ont provoqué des pénuries de carburant. Les ports ont été bloqués à plusieurs reprises. Les éboueurs ont fait de Paris une montagne de déchets. Les Robins des Bois de l'énergie ont coupé l'électricité aux riches et passé les pauvres en tarifs réduits. Ce sont des exemples qui démontrent la force de frappe de la classe ouvrière. Début mars, malgré la stratégie des directions syndicales de limiter la mobilisation à des journées de grève espacées, plusieurs secteurs importants de travailleurs se sont lancés dans une grève reconductible illimitée. Ces grèves ont malheureusement été isolées par la politique de l'intersyndicale qui revendique jusqu'à aujourd'hui le fait de n'avoir jamais bloqué le pays. C'était pourtant la seule façon possible de faire reculer Macron, car la bourgeoisie radicalisée qui l'incarne ne s'arrête devant rien.
ni les 80% d'opposants, ni les manifestations à plusieurs millions, ni même l'absence de majorité parlementaire. Le gouvernement a imposé par décret sa réforme en utilisant l'article 49.3 de la Constitution autoritaire et antidémocratique de la Ve République. Ce passage en force a déclenché un saut dans la spontanéité et la radicalité du mouvement. Manifestations sauvages, y compris de nuit, en dehors des appels des directions syndicales. Le rebond de la grève dans un certain nombre de secteurs, comme chez les raffineurs, et la rentrée en scène de la jeunesse avec des occupations de lycées et des universités. La crise du gouvernement et du régime se sont approfondies et on a commencé à entendre partout le retour du slogan des Gilets jaunes « Macron démission ». C'est aussi à ce moment-là qu'à Châtillon, dans mon atelier de maintenance, mes collègues et moi, on s'est réunis en assemblée générale et on s'est dit que notre 49.3 à nous, c'était la grève sauvage. En France, dans les transports depuis 2007 et la loi Sarkozy, on est obligé de se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Nous avons décidé de passer outre cette règle de la même manière que Macron et son gouvernement ont décidé de passer en force leurs réformes avec le plus grand mépris pour les travailleurs et de partir en grève sauvage. 3 jours plus tard, il y avait 110 TGV supprimés sur la gare Montparnasse. Avec cette radicalité et cette insubordination, l'auto-organisation s'est développée et nos assemblées générales ont grandi en nombre. On a récupéré 60 000 € en l'espace de 3 semaines pour notre caisse de grève. On a tenu notre piquet jour et nuit pour empêcher les cadres de nous remplacer. On a tissé des liens avec des étudiants en cinéma qui ont organisé des diffusions et des débats avec nous pour alimenter notre caisse de grève. Avec les étudiants de la faculté des Beaux-Arts de Saint-Charles qui nous ont fait une banderole qu'on a été fiers d'exposer. On a aussi tissé des liens avec les énergéticiens du Sud de Paris ou encore avec l'Assemblée Générale Interpro du 92 Sud qui regroupait des conducteurs de bus, des profs, des territoriaux, des éboueurs, mais aussi la TIRU d'ici. Cette séquence autour du 49.3 qui s'est ouverte à partir du 16 mars a radicalisé l'ensemble du mouvement. Les actions se sont multipliées partout en France. Depuis le début, les directions syndicales ont opté pour une stratégie perdante. Celle d'appeler à une journée de grève par semaine, puis en éloignant de plus en plus les dates. Cette unité syndicale, construite par le haut, regroupant tous les syndicats sur la même stratégie, avec Laurent Berger en chef de file, a de fait isolé les secteurs en grève reconductible. Mais ce n'est pas tout. Nous avons tous constaté le faible nombre de grévistes en AG. C'est le résultat de cette stratégie où les travailleurs n'ont jamais pu décider de comment mener leur mouvement. Les directions syndicales n'ont jamais appelé à généraliser la grève et de fait n'a jamais appelé à élargir les revendications sur la question des salaires ou des conditions de travail. C'était sans aucun doute la stratégie à adopter pour généraliser la grève. Comment un travailleur immigré commence à travailler à 30 ans, peut se sentir concerné par le départ à 64 ans, alors qu'il part d'ores et déjà plus tard. Pardon. Pire encore, ils préféraient aller à Matignon pour aller négocier, alors qu'en face d'eux, le gouvernement est de rester ferme en affirmant qu'il ne retirerait pas la réforme. Ils n'ont pas dit un mot sur la répression, celle qui est physique, infligée par la police, mais aussi sur les réquisitions, véritable outil utilisé par le gouvernement pour casser la grève et les secteurs stratégiques. C'est pour cela qu'on a fondé le réseau pour la grève générale, en regroupant des syndicalistes, peu importe le syndicat, des artistes, des intellectuels, avec le fait de partager le même mot d'ordre, de généraliser la grève. Et ce réseau a été notre plus grand point d'appui. Nous avons été à l'initiative de plusieurs actions, comme celle de Châtelet, qui ont eu un écho important dans les médias. Avec 2 cars, regroupant plus de 150 personnes, nous avons aidé les raffineurs de Total Normandie au Havre à reprendre leur piquet de grève, alors qu'ils faisaient face aux réquisitions.
Cette action a été très remarquée dans les médias avec la participation de l'actrice Adèle Haenel et de l'intellectuel Frédéric Lordon, membre du réseau, mais aussi du rappeur Medine. Elle a été d'autant plus significative que les directions syndicales ont tout simplement ignoré ces réquisitions et les ont laissées passer en totale impunité. Les mots d'ordre du réseau ont été de généraliser la grève, d'intégrer la question des salaires et de l'inflation aux revendications pour l'auto-organisation des travailleurs et l'alliance avec des militants écologistes, féministes et antiracistes. On a également apporté du soutien aux piquets des secteurs clés de la grève pour les aider à tenir. Maintenant, le mouvement s'est replié. Mais nous avons décidé de pérenniser ce réseau et d'impulser partout des comités d'action, car la situation est loin d'être fermée. Actuellement, on voit l'émergence de grèves sur la question des salaires, comme la grève de Verbaudet ou la grève de Tisséo, les transports toulousains. À Châtillon, tout comme les aiguilleurs du Bourget ou de la CCR de Saint-Denis, nous avons gagné sur nos revendications locales, en arrachant des primes aux patrons et des revendications sur les conditions de travail. Cela démontre en réalité que la question des salaires parle énormément aux travailleurs. On ne peut toutefois pas se satisfaire de ces exemples, car pour gagner sur les salaires, il faut un mouvement qui regroupe plusieurs secteurs. Là encore, les directions syndicales se contentent d'appeler à des grèves secteur par secteur, sans poser les perspectives plus larges. La séquence qui s'ouvre en ce moment sur les salaires démontre qu'on peut arracher une victoire et que l'on doit militer à fond dans ce sens. Il reste 4 ans de gouvernement à Macron, et cette séquence a montré qu'il allait avoir les plus grosses difficultés à diriger le pays. La crise de régime est telle que ce n'est plus nous, les marxistes révolutionnaires, qui le disons, mais un directeur de recherche du prestigieux CNRS. En France, la classe dominante ne peut plus gouverner comme avant, et la classe ouvrière ne veut plus vivre comme avant. Cette séquence que l'on vient de vivre en France a fait le tour du monde. Et dans d'autres pays, tout le monde regarde ce qui se passe ici. La jeunesse et les travailleurs doivent se poser les bonnes questions pour gagner. Nous devons tirer les bilans de ce mouvement, du rôle néfaste des directions syndicales jusqu'à cette 5e République qui permet à la bourgeoisie de passer en force sur n'importe quelle réforme. Mais aussi de l'impasse que représente le parlementarisme qui alimente les illusions réformistes, comme actuellement ce projet de loi impulsé par le groupe Lyot qui se fait retoquer par la présidence de l'Assemblée. On peut voir le rôle joué par la gauche institutionnelle et l'extrême droite dans l'hémicycle. La LFI, avec Jean-Luc Mélenchon, est la principale référence de cette gauche institutionnelle qui, avec le Parti socialiste et le Parti communiste, s'est contenté de s'opposer à la réforme au Parlement tout en soutenant les bureaucraties syndicales qui ont conduit le mouvement à cette impuissance. C'est pourquoi l'extrême droite de Marine Le Pen peut avoir une marge de manœuvre pour capitaliser sur le mécontentement à propos du gouvernement. Lorsque la grève était massive, ils sont restés discrets. Mais maintenant, ils ressortent de nouveau, car la grève a reculé. Voilà pourquoi il faut remettre en question la 5e République et de manière plus large le système capitaliste. Les députés devraient être révocables, les sénateurs et le Conseil constitutionnel, qui ne sont même pas élus, montrent tout le côté antidémocratique et réactionnaire de ce système. Avec Révolution permanente, cet énorme mouvement de la lutte de classe a été le baptême du feu de notre jeune organisation, fondée en décembre dernier et dans les continuités des batailles menées dans le NPA. Notre objectif est de reconstruire une extrême gauche révolutionnaire en France, qui ait comme centre de gravité la lutte de classe, et non pas les raccourcis et les alliances électorales avec les forces de la gauche institutionnelle. Et nous pouvons être fiers de notre rôle joué avec le réseau pour la grève générale comme principale opposition à l'intersyndicale, contrairement à la passivité du reste de l'extrême gauche. On peut être fiers également d'être des cheminots, des étudiants, d'être une génération de jeunes travailleurs et des étudiants qui n'ont pas connu le poids de la défaite et qui se posent le défi de reconstruire une extrême gauche révolutionnaire. Mais aussi de l'émergence de notre jeune organisation et de ses figures politiques, remarquées même dans les grands médias. Les camarades, ceci est une invitation à venir militer à nos côtés pour construire le parti révolutionnaire dont nous avons besoin pour aller chercher la victoire. Venez militer à nos côtés.
Clément, il l'a dit, en réalité, le mouvement contre la réforme des retraites, il a mis en lumière la classe ouvrière et ses méthodes de lutte. Mais à mon avis, il a aussi montré que la classe ouvrière, c'était des femmes, la classe ouvrière, c'était des personnes LGBT, la classe ouvrière, c'était des personnes racisées qui subissaient 2 fois plus le poids des politiques du gouvernement. Et aujourd'hui, on est en plein mois des fiertés et on a Macron, on a les patrons qui sont en train de se colorer de toutes les couleurs pour essayer de nous faire croire qu'ils soutiennent les personnes LGBT. Et c'est pour ça que sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sacha, qui est militante à Du Pain et des Roses et qui vient nous rappeler que la lutte contre les oppressions, elle ne se fait ni avec Macron, ni avec les patrons. Du coup, bonjour, je m'appelle Sacha. Comme l'a dit RL, je suis effectivement une militante collectif féministe de révolution permanente qui s'appelle Du Pain et des Roses. Du coup, moi, je viens de Russie. La Russie, un pays autoritaire où le pouvoir passe des lois sans consulter la population, où le pouvoir met les opposants à ces réformes en prison et où le pouvoir utilise tous les leviers de la Constitution pour contourner la démocratie. Un pays où on peut recevoir une visite de la police pour un simple commentaire sur Facebook contre le président. Donc j'ai presque envie de dire que nous avons beaucoup en commun, mais ce serait oublier que la France, clairement, c'est un pays progressiste. Bah oui, la France, c'est un phare du progressisme. C'est une démocratie libérale vers laquelle le reste du monde regarde avec beaucoup d'envie et avec beaucoup d'espoir. Une première ministre femme, des coming out des ministres qui pleuvent toutes les semaines, le mariage pour tous, la PMA, l'inscription de la liberté à avorter dans la Constitution, c'est vraiment incroyable. Et franchement, vous n'estimez pas votre chance. Bref, vous voyez où je vais en venir, ça s'appelle du pinkwashing et c'est une composante intégrale du néolibéralisme. D'un côté, on casse les droits sociaux, on détruit les services publics, on crée la misère, on augmente les queues devant les banques alimentaires. Et de l'autre côté, on dit qu'on avance sur les questions touchant les femmes et les personnes LGBT, si bien sûr vous considérez que doubler les budgets du FLAG, une association des policiers LGBT, ou augmenter la présence policière dans les quartiers populaires avec les prétextes de lutte contre le sexisme et l'homophobie, ce sont des avancées. Leur logique voudrait nous faire croire que la France et d'autres pays impérialistes, ce sont des havres de paix pour les minorités. Mais nous, on vit ici et on sait que derrière cette façade que la France projette à l'international, il n'y a que la précarité, la difficulté d'accès au logement, les discriminations sur le marché du travail et le système de soins pour toutes les personnes LGBT qui ne sont pas riches. La seule chose dont la France et d'autres États impérialistes se préoccupent, c'est de pouvoir utiliser ce prétexte, les droits des femmes, les droits des LGBT, pour pouvoir intervenir militairement dans leur ancienne colonie où il y a 2 siècles, ces mêmes États impérialistes ont instauré des législations profondément réactionnaires. Nous, la nouvelle génération de militantes LGBT et féministes, nous ne sommes pas aussi naïfs que le gouvernement nous croit. On sait que tout en se disant féministe, ce gouvernement mène une opération policière et militaire coloniale et raciste à Mayotte contre les Comoriens et ce même gouvernement incite systématiquement les femmes comoriennes à se faire stériliser pour éviter une crise démographique. On sait, on est intelligent comme ça, que quand Darmanin oblige sa police de distribuer 5 millions de flyers pour sensibiliser contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pour faire oublier que sa police, déjà, elle n'accepte pas les plaintes contre le viol, mais pire, que ce soit dans la rue ou dans les commissariats, elle agresse sexuellement les manifestantes contre la réforme des retraites. Et sur les piquets de grève, à Verbaudet par exemple, cette même police étrangle les femmes grévistes et les envoie aux urgences. On sait que quand Macron fait coller à ses équipes 300 000 affiches félicitant son propre mandat pour le passage de la PMA et l'inscription de la liberté à l'avortement dans la Constitution, c'est pour faire oublier le fait qu'il fera travailler les femmes de ce pays jusqu'à 67 ans pour pouvoir partir à la retraite sans décote. On a vu par ailleurs que toutes les prétentions féministes du gouvernement ont volé en éclats avec le début des mobilisations et des grèves contre la réforme des retraites. Allez demander aux travailleuses des hôpitaux, du nettoyage, de la grande distribution, du textile, qu'est-ce qu'elles pensent du féminisme de ce gouvernement qui veut les obliger à travailler jusqu'à la mort.
Tout comme ces travailleuses et comme ces jeunes qui ont manifesté ces derniers mois, nous, à Du Pain et des Roses, on ne fait aucun compromis avec ce pouvoir. Toutes les paillettes du monde ne suffiront pas pour pinkwasher cet État policier et raciste. Ce gouvernement peut avoir même, pourquoi pas, 300 ministres LGBT. Ils resteront nos ennemis politiques et on va lutter pour obtenir leur chute. Parce que contrairement aux politiciens et aux syndicats réformistes, nous n'érigeons pas de mur artificiel entre les questions économiques qui relèvent de l'exploitation et les questions des oppressions. Pour nous, le droit à l'avortement et la transition concernent aussi les travailleurs et aussi, surtout évidemment, les travailleuses. On sait qu'une travailleuse pauvre avec des enfants qui bossent toute la journée à Verbaudet ou à Leclerc a besoin d'une crèche gratuite pour garder ses enfants. On sait que les travailleuses ont aussi besoin des maternités qui ferment par centaines sous les mandats de Macron et de l'hôpital public entièrement gratuit qui est en train de s'effondrer grâce à Olivier Véran. Enfin, dans un pays transphobe comme la France, les travailleuses et les travailleurs ont besoin d'une transition médicale et administrative entièrement gratuite et facile d'accès pour ne pas subir de discrimination à l'embauche. Pour nous, avec ces réformes antisociales, ce gouvernement a mené un assaut organisé contre la classe ouvrière, contre les jeunes, mais aussi en particulier contre les femmes, contre les personnes LGBT, contre les personnes racisées et immigrées. Ces questions sont donc indissociables pour nous et on pense que le mouvement ouvrier doit non seulement s'opposer à la casse sociale, mais aussi mettre toutes ses forces au combat contre les oppressions. Pour parler plus concrètement, on pense que le mouvement ouvrier aurait dû, suite à la journée de grève nationale le 7 mars, il aurait dû paralyser le pays en lançant la grève reconductible à partir du 8 mars et en fusionnant les revendications de retraite avec les revendications féministes. Lancer cette grève générale reconductible demandait de la préparer depuis le début de l'automne, dès les premières annonces du gouvernement sur la réforme des retraites, et de mettre les caisses de grève abondantes de la CFDT, comptant des centaines de millions d'euros, à la disposition de tous les secteurs précaires, féminisés et avec des travailleurs immigrés. L'intersyndicale a préféré de négocier avec le gouvernement tout l'automne et attendre le 19 janvier pour lancer le mouvement contre la réforme des retraites. Et à l'arrivée du 8 mars, la CFDT et l'intersyndicale ont préféré dire que la lutte des retraites et la lutte féministe, ce sont des luttes séparées pour surtout ne pas sortir de la logique des journées de grève isolées. Nous, on est conscients que le mouvement ouvrier, il est traversé, comme toute notre société, par les oppressions, qu'il n'est pas immunisé magiquement contre les tentations de l'extrême droite. Mais on ne pense pas, comme par exemple François Ruffin, qu'on peut unir cette classe ouvrière en taisant ce que vivent les personnes opprimées. Cette oppression, le racisme, le sexisme, les LGBTI-phobies, l'islamophobie divisent la classe ouvrière et on pense qu'on peut l'unifier seulement en l'adoptant d'un programme révolutionnaire à la fois sur les questions économiques mais aussi sur les questions des oppressions. Nous, notre féminisme, il s'inscrit dans la tradition politique du féminisme révolutionnaire, du féminisme de lutte de classe. On s'inspire des militantes qui organisaient les femmes travailleuses sur les usines déjà à la fin du 19e siècle, des femmes qui ont obtenu, suite à la Révolution d'octobre, la dépénalisation de l'homosexualité et le droit à l'avortement en Union soviétique, premier État du monde à le faire. Notre féminisme s'inspire de celles qui ne croyaient jamais une seconde qu'il est possible de faire avancer les droits de toutes les femmes en prenant la place dans les institutions d'un État capitaliste et réactionnaire. Enfin, notre féminisme, c'est celui qui croit au pouvoir des travailleuses et des travailleurs de renverser ce système qui les exploite, ce système qui les opprime. Et ce n'est pas juste une question de le croire. On le voit avec le mouvement de 3,5 millions de personnes qui ont manifesté, mais qui ont surtout fait grève, qui ont bloqué leurs outils de production, leurs facs, leurs lycées pendant 6 mois. On le voit avec des dizaines de milliers d'adhésions aux syndicats. Enfin, on le voit avec les grévistes de Verbaudet qui ont gagné face à leur patronat sexiste après 2 mois de grève. Cette grève des travailleuses de Verbaudet, elle prouve au monde entier ce qui a été déjà démontré par les grévistes de Ibis Batignolles, d'Honnête, de Sephora, de Louis Vuitton, d'Arc-en-Ciel, par toutes les grèves de l'hôpital et des maternités, par la grève des travailleurs sans papier de Chronopost.
Toutes ces grèves ont démontré que oui, les travailleuses et les travailleurs précaires peuvent partir en grève reconductible et peuvent se battre jusqu'à la victoire. Et que non, on ne peut plus jamais invoquer les travailleuses précaires pour justifier les manifestations un samedi ou un dimanche, comme l'ont fait Mélenchon et la CFDT dans le mouvement de retraite. On pense que c'est ce mouvement, alliant la classe ouvrière avec la jeunesse et avec toutes les personnes opprimées, ce mouvement de plus en plus conscient de lui-même et de ses forces, qui pourrait, avec une stratégie révolutionnaire, de non seulement arracher des augmentations de salaire et des meilleures retraites, mais aussi et surtout renverser le système capitaliste, détruire l'oppression sexiste, raciste et coloniale et obtenir une véritable émancipation pour toutes et pour tous. Les camarades, avant de passer la parole à Elsa, je voulais juste dire 2 mots par rapport à un camarade qui est aujourd'hui dans la salle, puisqu'on discutait ce matin de l'enjeu de la lutte contre la répression policière et judiciaire et du fait que des milliers de jeunes aujourd'hui avaient été réprimés dans le mouvement des retraites. Et je voulais qu'on envoie de la force à Tao, qui est étudiant au Mirail, qui a passé plusieurs jours en prison après avoir manifesté le 1er mai. Et c'est précisément pour lutter contre cette répression qu'on est fiers d'avoir parmi nous une camarade comme Elsa, qui quand elle n'est pas sur les plateaux télé en train de mettre des claques aux ministres et aux députés d'extrême droite, c'est une avocate révolutionnaire qui a notamment pendant le mouvement obtenu l'arrêt des réquisitions des raffineurs de Normandie et qui a participé à la fondation du collectif d'action judiciaire qui réunit des avocats, des travailleurs du droit qui veulent mettre leurs compétences au service du mouvement social et de la classe ouvrière. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais commencer cette intervention en saluant et en envoyant la solidarité de Révolution Permanente et du Point Levé à tous les réprimés du mouvement, à toutes les victimes de violences policières, à tous les prisonniers politiques enfermés en ce moment dans l'attente de leur procès et à toutes celles et ceux qui sont menacés de poursuites. Je pense notamment à ce cheminot de Sudrail qui a eu l'œil crevé dans un cortège syndical, à l'AESH de Rouen qui a eu le pouce arraché lors d'une manifestation à Rouen. Je pense aux milliers d'interpellés dont certains ont été frappés, voire même subi des violences sexistes et sexuelles. Je pense aux lycéens, je pense aux blessés de Sainte-Soline, je pense à Serge en particulier, mais aussi à tous les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où la contestation, elle a dépassé le chemin bien tracé de l'intersyndicale et où les manifestations non déclarées ont commencé à déborder et à défiler dans les rues partout en France, le gouvernement a pris peur et il a sorti l'artillerie lourde. Il a pris peur parce qu'il a vu la possibilité d'une convergence entre toute une génération de jeunes et de très jeunes qui bloquaient leurs lycées et leurs universités et des éboueurs, des raffineurs, des énergéticiens en grève reconductible. C'est la perspective d'une jeunesse insurgée aux côtés d'une économie bloquée, de stations-service à sec et de piquets de grève qui tiennent les usines. C'est pour ça que le régime, au cours de ce mouvement, il a été contraint de révéler son visage le plus brutal, celui des humiliations en garde à vue, celui des agressions policières et celui des réquisitions. Parce que c'est non seulement une répression policière et judiciaire, mais c'est aussi une répression patronale qui montre à quel point, de leur côté, ils sont conscients de leurs intérêts communs et ils sont prêts à frapper ensemble. Ce sont les mêmes préfets qui rédigent les arrêtés d'interdiction de manifester et qui rédigent les arrêtés de réquisition. Et le patronat discutait quotidiennement avec le gouvernement pour lui demander quand est-ce qu'il allait envoyer sa police et pour lui donner le nom des travailleurs qu'elle allait aller chercher chez eux, devant leurs enfants, pour les forcer à retourner au travail.
C'est la même police qui vide les universités occupées, qui vide les blocus lycéens, qui agresse les manifestations, qui utilise des armes de guerre à Sainte-Soline. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un plan de bataille commun pour y faire face. Parce que ce qui se cache derrière cette offensive inouïe, c'est le signe de leur fébrilité. Leur pari, c'est de tuer dans l'œuf et démoraliser une génération qui commence à percevoir que tout ça ne tient qu'à un fil et qui demande beaucoup plus que la retraite à 62 ans. Derrière Sainte-Soline, derrière le 49.3, derrière les interpellations de masse, c'est le vrai visage de la 5e République que tout le monde commence à regarder. C'est un Parlement humilié, dont toutes les tentatives ont été avortées et ridiculisées, et c'est un Conseil constitutionnel qui se révèle pour ce qu'il est, c'est-à-dire le simple pantin de l'exécutif. Et là, on commence à toucher à des choses très profondes. C'est en potentiel la contestation d'un régime dont tous essayent de nous faire oublier qu'il est né sur un coup d'État, qu'il est construit pour préserver les intérêts impérialistes de la France et assurer le passage de la colonisation à la France-Afrique, et qu'il est marqué dès ses origines par la violente répression du 17 octobre 61 à Charonne. C'est un De Gaulle que la classe politique revendique unanimement, y compris Mélenchon, qui est capable de nous expliquer que c'était un grand homme. Et c'est un régime tellement brutal que pour s'y affronter, ça implique immédiatement une détermination de fer et une préparation politique consciente. Parce qu'en face, eux, ils sont en train de se préparer. En France, on compte 150 000 policiers et 200 000 militaires. C'est l'armée la plus importante d'Europe. Et dans la loi de finances de 2023, ils ont créé 4 500 nouveaux postes de policiers et de militaires. Le patronat, lui aussi, il se prépare, et il suffit d'écouter Patrick Pouyanné à l'Assemblée générale des actionnaires vendredi dernier, qui explique que la grève de l'automne des raffineries qui a paralysé le pays, ils veulent plus jamais en voir. Nous aussi, face à ça, on doit se préparer, car on a la force du nombre et la capacité de faire tourner la société. Mais pour ça, il faut un plan à la hauteur, et ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne va pas attendre le retour aux urnes dans 4 ans, déjà parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'ils veulent faire passer la loi anti-casseurs et c'est maintenant qu'ils préparent des dispositifs anti-grève. Mais aussi parce que si avec des semaines de grève où les travailleurs se sont exprimés en perdant du salaire, en tenant des piquets de grève, en mangeant du gaz et en manifestant, et que le gouvernement a refusé de reculer, c'est totalement illusoire de penser qu'avec un bulletin dans une urne, les classes dominantes, elles feront machine arrière. La deuxième chose dont on a besoin pour se préparer, c'est de savoir que maintenant, c'est l'heure des comptes. Et que l'intersyndicale, elle a des comptes à rendre. Il faut se rappeler que Berger, il disait lui-même qu'il respecterait la décision du Conseil constitutionnel et qu'il n'était pas là pour faire tomber le gouvernement, et on voit où ça nous a menés. Et maintenant que des centaines de travailleurs sont convoqués par leur patron ou dans des commissariats, comme c'était le cas de mardi dernier de notre camarade Mathieu, cheminot à Mulhouse, que des jeunes sont perquisitionnés chez eux, où sont les directions syndicales avec leurs dizaines de milliers d'adhérents ? Nous, notre position face à ça, c'est que personne ne doit rester seul et isolé et qu'on doit trouver les moyens de résister à la pression individualisante de la justice qui te réprime dans le huis clos d'un commissariat ou d'un tribunal. C'est pour ça qu'on a fondé le collectif d'action judiciaire qui regroupe des avocats, des étudiants, des travailleurs du droit qui sont prêts à mettre leurs compétences au service des militants du mouvement, au service des travailleurs, au service de tous les étrangers qui font le choix de s'affronter à l'État et qui doivent faire face à la machine judiciaire. Mais c'est... Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que nous, contrairement à Laurent Berger, on veut que le mouvement ouvrier il soit capable de lutter contre l'offensive autoritaire, contre ce régime, pas seulement pour des augmentations de salaire dans des manifestations syndicales, mais que la classe ouvrière, ce soit un sujet politique à part entière qui mette toute sa force au service de la construction d'une autre société. Car eux, ce qu'ils veulent, c'est empêcher la consolidation d'une nouvelle génération politique prête à relever la tête et qui rêve de grève générale. La menace de la répression, la violence de la police, la torture de la prison, c'est avant tout une offensive directe contre le militantisme et contre le militantisme révolutionnaire. C'est le vol de la mémoire de nos luttes, c'est l'imposition du silence et de l'isolement, c'est la pression à se renier parce que ce qu'ils ne supportent pas et ce qu'ils punissent, c'est qu'on refuse de rentrer dans le rang. Pour faire face à tout ça, on doit reprendre à notre compte l'immense histoire du mouvement révolutionnaire en lutte face à ses juges, la tradition de défense politique des communards comme Blanqui, des bolcheviks comme Lénine et ses camarades, de tous les militants des années 70 partis à l'assaut du ciel partout dans le monde.
On doit connaître ces militants, on doit connaître leurs histoires, on doit s'inspirer de leur héroïsme et de leur procès, comme celui de Karl Liebknecht, militant communiste allemand emprisonné aux côtés de Rosa Luxembourg pour s'être opposé à la guerre, qui déclarait à la barre « Je suis ici pour accuser, non pour me défendre ». On doit se battre pour la libération de tous les prisonniers politiques, à commencer par Georges Ibrahim Abdallah, militant pour la libération de la Palestine. En prison depuis 38 ans, mais aussi pour la libération de tous les gilets jaunes incarcérés et maintenant pour l'abandon de toutes les poursuites contre l'ensemble des militants du mouvement contre la réforme des retraites. Car pour beaucoup ici, on est la génération qui assiste à la fin de la phase du néolibéralisme triomphant, celle qui ne croit plus au discours du moindre mal, qui nous rabâche que leur démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes et qu'on ne pourra jamais espérer mieux. Et on est une génération qui doit pouvoir aller au bout de ses aspirations, et pour ça, il faut s'armer d'une stratégie, des acquis du marxisme révolutionnaire, pour se préparer aux grands événements que la lutte des classes nous réserve. Et même si le mouvement contre la réforme des retraites, il est aujourd'hui en recul, ce qui est sûr, c'est que le plus important, il est devant nous. Les camarades, après toutes ces interventions qui donnent énormément de force, on voulait évidemment clôturer le meeting en mettant à l'honneur tous les jeunes qui se sont mobilisés pendant le mouvement contre la réforme des retraites, qui ont bloqué leur fac, qui ont bloqué leur lycée, qui aujourd'hui ne croient plus dans les institutions, qui ne croient plus dans le gouvernement et qui veulent radicalement changer la société. Et c'est pour ça que je laisse la parole à Ariane, qui est étudiante à Paris 1, qui est militante au point levé et qui a incarné dans ce mouvement tout ce dont le gouvernement a peur. Parce qu'aujourd'hui, et on l'a dit, le gouvernement a peur d'une jeunesse qui est politisée, il a peur d'une jeunesse qui a envie d'en découdre et qui veut se battre pour la révolution et pour renverser leur monde. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je voulais commencer par dire que, en vrai, je suis hyper heureuse d'être avec vous à ce week-end national du point levé, parce que voir autant de jeunes réunis à Paris pour tirer les bilans du mouvement et s'organiser pour tout renverser, ça me semble être un symptôme fort d'une génération qui est en train de se forger dans la chaleur de la lutte des classes et qui pourrait contribuer à démentir le dicton néolibéral qui dit que le capitalisme, c'est la fin de l'histoire. Les camarades, ils l'ont dit avant moi, le mouvement, il a été d'une ampleur historique. Il a rabattu les cartes du possible. Et tout au long de la mobilisation, nous, la jeunesse, on a joué un rôle très important. Dès le 19 janvier, une avant-garde s'est mobilisée sur les facs et les lycées, y compris dans les petites et moyennes villes, comme à Dijon, Caen, Limoges, Rouen, où des centaines d'étudiants se sont organisés en bloquant, en occupant, en cherchant à mettre leur lieu d'étude au service de toutes et tous et utile à la construction du rapport de force. Et la colère, elle était tellement grande qu'elle a touché jusque dans les écoles d'élite, les Sciences Po, les écoles d'Angers, et même Paris-Assas et Paris-Dauphine, où les campus ils ont été bloqués pour la première fois depuis des décennies, parfois même de leur histoire. Les médias et le gouvernement, ils ne voulaient pas y croire. Que nous, dès le lycée, parfois même dès le collège, on puisse se mobiliser massivement contre une réforme des retraites, c'était une coordonnée centrale du mouvement qu'ils n'avaient pas vu venir. En fait, ça les gênait de découvrir que la jeunesse qu'ils avaient dépeinte comme une jeunesse individualiste, égocentrée, ignorante, avait à cœur de défendre le droit des travailleurs à vivre une vie digne et à profiter de 2 années de repos qu'on voulait leur reprendre. Mais surtout, ça les dérangeait qu'on sorte dans les rues par dizaines, par centaines de milliers et qu'on apporte avec nous dans les manifs nos chants féministes, antiracistes, contre la précarité. Quand l'intersyndicale, elle refusait de faire de ce mouvement un mouvement politique, nous, notre force, ça a été justement d'imposer que le combat il se fasse plus uniquement
pour le retrait de la réforme, mais pour un autre avenir. Dans les AG, on a fait voter des plateformes revendicatives qui exigeaient, entre autres, la hausse des salaires et des bourses, la fin de la sélection, l'abrogation de la loi Asile-Immigration. On a appelé à plusieurs dates de mobilisation en dehors du calendrier de l'intersyndicale pour chercher à appuyer toutes les initiatives des travailleurs vers la grève reconductible. Et on a fait du 8 mars une journée de grève féministe contre Macron et contre le système patriarcal. Et quand Elisabeth Borne, elle s'apprêtait à passer sa réforme à coup de 49.3, et que face à ça, la seule réponse de l'intersyndicale, c'était de lire un pauvre communiqué qui invitait à se mobiliser la semaine suivante, c'est encore une fois le mouvement étudiant qui a appelé à manifester le 16 mars jusqu'à l'Assemblée nationale et jusqu'à la Concorde. Et c'est à partir de là que le mouvement il a basculé. On a tenu la rue partout dans le pays. On a refusé de rentrer chez nous malgré les sommations de la police. On s'est réunis par centaines, parfois par milliers, dans les AG étudiantes comme à Paris 1, à Montpellier, à Toulouse, et on a fait résonner sur nos campus les célèbres chants gilets jaunes anti-Macron. À ce moment-là, c'était clair pour tout le monde qu'il s'agissait plus de 62 ou de 64 ans, mais qu'il s'agissait de repasser à l'offensive face à un gouvernement qui n'avait cessé de nous attaquer, nous mépriser, nous silencier. Et si on a commencé à sentir le parfum de la victoire, à se dire qu'en fait c'était possible de gagner, que notre génération elle n'était pas condamnée à perdre, c'est parce qu'à nos côtés, les travailleurs ils ont aussi durci le ton avec des grèves reconductibles dans plusieurs secteurs stratégiques de la classe. Et en quelques jours, ils nous ont rappelé leur force de frappe immense. Les stations ont commencé à manquer d'essence, les coupures de courant se sont multipliées, les trains ils ont arrêté de rouler, et les poubelles elles jonchaient tellement le sol de Paris que c'est devenu la nouvelle attraction touristique de la capitale. À ce moment-là, c'était possible d'aller vers l'élargissement de la grève partout et d'arriver à une grève générale qui oblige le gouvernement à céder. Mais l'expérience du mouvement nous a démontré que continuer de suivre la stratégie des directions syndicales, c'est se condamner à la défaite alors même que tous les ingrédients de la victoire sont réunis. C'est pour ça qu'avec le Point Levé, on fait partie du réseau pour la grève générale, aux côtés de travailleurs de différents secteurs de la classe, parce qu'on veut se donner les moyens de construire un plan de bataille conséquent face à un gouvernement inflexible qui a bien conscience que derrière les retraites, il joue les intérêts vitaux de la bourgeoisie. Tout au long du mouvement, on a été sur les piquets de grève pour soutenir les travailleurs. Face aux réquisitions à Total Normandie, face à la police sur les centres de tri des déchets en région parisienne, on a été à Châtillon pour soutenir Clément et ses collègues, et on continue de soutenir toutes les luttes pour des hausses de salaire, au CIVUM, à Verbaudet, à Tisséo, parce qu'on a conscience de l'immense force de frappe de celles et ceux qui font tourner la société et qui ont donc les moyens de l'arrêter. Et si la perspective d'une victoire contre un gouvernement faible et isolé, elle reste évidemment d'actualité, pour ça, on doit tirer les premiers bilans du mouvement et se donner les moyens de développer jusqu'au bout les possibilités de la situation. Alors vous l'aurez compris, nous on est une jeunesse qui veut aider les travailleurs à bloquer le pays avec une grève générale reconductible qui brise les genoux des capitalistes. Mais pour ça, aller sur les piquets de grève, ça suffira pas, et il faut aussi qu'on construise un mouvement de masse dans nos facs et dans nos lycées. On doit renouer avec le meilleur de la tradition du mouvement étudiant qui a fait les victoires de mai 68, de 86 contre la sélection, de 2006 contre le CPE. On ne peut pas se contenter d'agir à quelques centaines où la plupart des étudiants ils viennent pour écouter, mais ils ne se sentent pas acteurs à part entière de ce qui s'y décide. On doit faire du mouvement étudiant un véritable élément perturbateur du plan routinier des directions syndicales, en faisant en sorte que tous les étudiants y décident par eux-mêmes et pour eux-mêmes des revendications, des actions et du niveau de radicalité de la mobilisation. Tout ça, c'est la condition pour qu'on soit capable derrière de réquisitionner nos facs pour en faire des hauts lieux de la grève, ouverts aux travailleurs. On prépare les manifestations, on met en place des garderies pour les enfants de grévistes et on organise des événements au service d'un autre idéal que celui du monde actuel. Et cette perspective, elle terrifie le pouvoir et c'est pour ça qu'il est en train de mener une offensive sans précédent contre le mouvement étudiant. En systématisant le distanciel et les fermetures administratives, en cherchant à criminaliser les occupations et en allant même jusqu'à perquisitionner des étudiants à Bordeaux pour le simple fait qu'ils se sont mobilisés sur leur lieu d'études. Et s'ils font ça, c'est pour anéantir la possibilité que le mouvement étudiant devienne un véritable allié des travailleurs capable de faire basculer la situation. Et pour faire face à tout ça, on ne peut pas se contenter d'attendre le prochain soubresaut ou la prochaine goutte d'eau qui nous fera ressortir dans les rues. On doit s'organiser, préparer la suite en militant au quotidien pour éviter de rebuter éternellement sur les mêmes difficultés et les mêmes pièges tendus par les classes dominantes.
Le mouvement qu'on vient de vivre, ça a été une nouvelle démonstration qu'il n'y a rien à attendre de ce système. Parce que derrière Macron, c'est tout le régime de la Ve République qui a été mobilisé pour nous faire taire. Le 47.1, le 49.3, le Sénat, le Conseil constitutionnel et évidemment la police. L'État a tabassé des jeunes dans la rue, les a entassés dans les geôles des commissariats, a utilisé les violences sexuelles, les agressions racistes et les humiliations pour chercher à briser notre détermination. Et si on est confronté à tout ça, pour faire retirer une réforme qui nous fera travailler 2 ans de plus, alors qu'on était 3,5 millions dans la rue, qu'il y avait des grèves reconductibles et une majorité de facs mobilisées, imaginez ce que ça demande comme rapport de force, d'exiger non pas de travailler jusqu'à 62 ans, mais travailler jusqu'à 60 ans, sans condition d'annuité, d'augmenter nos salaires, de les indexer sur l'inflation. Imaginez ce que ça demande comme rapport de force, de mettre un coup d'arrêt à la sélection dans les facs et à la précarité de millions de personnes. Et je parle même pas d'en finir avec le patriarcat ou avec l'urgence écologique qui menace la vie sur Terre de milliards d'êtres humains et d'espèces animales. La réalité, c'est que changer de président, de majorité au Parlement ou même de constitution, ça nous permettra jamais de résoudre les grands problèmes de l'humanité auxquels notre génération elle est confrontée aujourd'hui. La planète brûle à vitesse grand V, la crise économique plonge dans la misère des populations entières et les puissances capitalistes font planer sur nous le risque d'une 3e guerre mondiale en faisant le jeu de la course à l'armement. Alors au point levé, on est révolutionnaire avant tout par nécessité, parce qu'on considère que notre génération, elle n'a pas le luxe d'attendre. On ne peut pas continuer d'espérer, encore et toujours, qu'un gouvernement de gauche nous aidera à vivre mieux quand toutes les expériences, du Chili à la Grèce, en passant par l'État espagnol, nous ont démontré que le réformisme, ça n'est rien d'autre qu'une utopie qui nous condamne à la trahison, l'impuissance et la démoralisation. Alors l'heure ne peut pas être au compromis ou au moindre mal. Pour notre génération, ça sera le monde ou rien, socialisme ou barbarie. Et au point levé, notre choix est fait, on sera la jeunesse révolutionnaire, celle qui n'attend rien des institutions, qui ne se contente pas de miettes et qui ne veut pas de retour à la normale. On est la jeunesse anti-Berger, mais on est aussi la jeunesse qui, contrairement à la gauche réformiste, est profondément anti-impérialiste et internationaliste. Quand Mélenchon y revendique que la France soit une puissance maritime mondiale présente sur plusieurs continents, quand il revendique la francophonie en Algérie ou l'héritage de Mitterrand qui a dirigé le génocide au Rwanda, nous, on revendique au contraire l'ouverture des frontières. On est du côté des Comoriens qui exigent que la France quitte Mayotte et l'océan Indien. On est du côté des jeunes du Irak algérien qui veulent une véritable indépendance. Et on est du côté de ces jeunes Sénégalais qui s'en prennent aux multinationales de Bolloré. Et on est du côté de ces jeunes... Et on est aussi du côté de ces jeunes Sénégalais qui s'en prennent aux multinationales de Bolloré en scandant « France hors d'Afrique, à bas la France-Afrique ». Nous, on est une génération de bifurqueurs qui, comme Adèle Haenel, rêvent de faire sécession d'un monde pourri où on nous apprend à être l'élite de demain, à détourner le regard de la misère que génère le capitalisme et à être les cadres dociles du grand patronat qui exploite les corps et aliène les esprits. Alors moi, je veux vous inviter à militer au point levé et à Révolution permanente pour non seulement changer de projet de vie, mais aussi participer à changer de projet de société, pour construire un monde débarrassé de l'exploitation et de l'oppression, une société sans classe et sans État, où les travailleurs produisent selon les besoins de la majorité, où les universités elles sont mises au service de la résolution des grands problèmes de l'humanité, et où l'abondance n'est plus la propriété de quelques-uns, mais le quotidien de toutes et tous. Je veux vous inviter à bifurquer ensemble vers le chemin de celles et ceux qui, avant nous, en 1917, en 1936 ou dans les années 70, ont fait le choix de s'engager parce qu'ils avaient compris que la révolution, elle était nécessaire, possible et souhaitable, mais parce qu'ils avaient aussi compris que dans un monde de misère et de souffrance,
militer pour que tout le monde puisse être libre. C'était finalement ça, le début de la liberté. Avant, je voulais juste terminer sur un dernier mot, les camarades. Je pense que le message est passé, mais je le redis une dernière fois. Rejoignez le Point Levé, menez la campagne contre la répression policière avec nous. Venez participer à l'université d'été de Révolution Permanente, mais surtout, venez construire avec nous un collectif révolutionnaire pour que, à la rentrée prochaine, dans toutes les facs de France, dans tous les lycées de France, il y ait un collectif féministe, anti-impérialiste et révolutionnaire qui permette de construire une autre tradition du mouvement étudiant. C'est une nécessité, c'est le message qu'on a envoyé. Bravo à vous et on se retrouve demain.